Bonjour. Voilà, j'ai voilà, j'ai le plaisir de vous présenter, mon dernier roman qui s'intitule, «Le prof de philo avait la baraque». Voilà, bon, je pense que vous l'avez bien vu. Alors il est publié sur Amazon. Bon, je sais que des gens, n'aiment pas trop Amazon, moi non plus, mais bon, mais nous vivons dans un système capitaliste. Et nous utilisons aussi bien les moyens d'information ou les réseaux sociaux, auxquels on a droit, et d'ailleurs il y a beaucoup de censure, mais on essaye de les utiliser quand même, de jouer avec. Voilà, Amazon est pratique, voilà, comme YouTube est pratique pour certaines choses, comme, Facebook est pratique pour d'autres choses et ainsi de suite. Donc, Heu, c'est un roman comment dire? Je suis parti de l'histoire de quelqu'un, je lui rends hommage d'ailleurs. C'est un vrai résistant, qui s'appelle René, qui est prof de philo dans un lycée parisien, qui fait beaucoup de vidéos, enfin en tout cas qui en a fait, qui est connu dans les médias, qui est interviewé. Et en fait, l'idée était que, ça m'intriguait d'entrer dans cette atmosphère de résistance et de répression. Et donc, vous savez qu'en général, moi, j'écris que des romans parce que ça me permet de m'exprimer, d'exprimer l'atmosphère à travers des personnages, leurs sentiments, leurs combats. Et tous mes romans, d'ailleurs, ont un cachet politique ou sociologique, ou d'espionnage, enfin voilà. Mais bon, le plus célèbre est Le Printemps des Sayanim. Et je ne vois pas comment j'aurais pu écrire ce livre sur les Sayanim, qui, je rappelle, a été le premier à parler des Sayanim en France. Je veux dire, le terme Sayanim était tabou en France. Et le roman permet beaucoup de liberté, voilà. J'ai pas besoin d'apporter des justificatifs, etc. C'est très difficile dans ce domaine. Voilà. Et donc, on était, bon, je l'écris il y a un an, donc on était en pleine répression. Bon, j'essaie de ne pas utiliser des termes qui pourraient faire interrompre l'émission, la vidéo. Donc, vous savez de quoi je veux parler, voilà. Donc, René Chiche était un des rares, bon, j'ai prononcé son nom, mais bon, voilà, était un des rares enseignants à s'opposer. En fait, le problème qui s'est posé pour moi, vous savez, quand on écrit un roman, on part de quelque chose, voilà. Bon, ça dépend. Parfois, on part d'un titre, parfois, on part d'une situation, parfois de rien du tout. Et donc, pour parler de cette atmosphère dictatoriale, despotique, j'avais ce point de référence. J'aurais pu en avoir un autre, mais celui-là s'est imposé à moi. Sauf qu'une fois que je l'ai eu en tête, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment, de quelle manière écrire un roman sur ce personnage, que je ne connais pas par ailleurs. Je veux dire que dont je ne connais rien par ailleurs, ni sa vie privée, ni sa vie publique, sauf qu'il est résistant et il est poursuivi par le pouvoir. Voilà. Donc j'ai tout inventé. J'ai inventé un autre personnage que j'ai appelé, en rendant quand même hommage, en gardant son prénom qui est René Sayag.
alors que René Chiche, je suppose de par le nom, est un juif, ça veut rien dire être juif. Moi aussi, je suis juif, mais enfin bon, je veux dire, apparemment, il n'a conservé il n'en parle d'ailleurs jamais de ses origines, mais d'après le nom, il serait d'origine tunisienne. Voilà. Bon, il y a des noms comme ça dont on connaît plus ou moins l'origine, mais en Afrique du Nord, Sayag est d'origine marocaine. Voilà. Et donc, les parents de René Sayag sont d'origine marocaine, installés dans une banlieue parisienne. C'est voilà. Et après, c'est tout. René Sayag est un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec celui qui m'a offert, comment dire, l'idée d'écrire là-dessus. Il est prof dans un lycée parisien et évidemment, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer cette atmosphère d'un établissement d'enseignement quand même assez élitiste, parce qu'un lycée parisien, c'est quand même, on est des privilégiés à Paris. C'est pas comme la banlieue, la plupart des enseignants sont des agrégés de la vieille école. Ils sont remplacés quand il le faut, etc. Malgré tout, connaissant la situation à Paris, j'ai estimé que la très grande majorité des enseignants, euh, s'ils ne, s'ils ne s'opposaient pas, en tout cas, s'ils s'inclinaient devant le diktat du pouvoir concernant ce que vous savez, euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux et qui appelle l'injection le consommé de carottes, ou le velouté de carottes, quelque chose comme ça. Bon, je trouve ça très, très sympathique. Voilà, comme ça, on passe à travers les mailles de la censure. Voilà. Et donc, lui, évidemment, il ne rencontre aucune sympathie particulière, si ce n'est l'hostilité au sein de l'établissement. D'ailleurs, je décris quelques personnages comme ça, je croque quelques personnages, dont un vieil anard qui est au bord de la retraite et qui est le seul à le défendre, parce que, bon, enfin, il est quasiment, il en a pour quelques mois avant de partir à la retraite, alors que le représentant du syndicat officiel, il est avec le directeur, avec le pouvoir. Et le roman s'ouvre sur un prologue qui est une interview du président, que je ne présente plus, qu'on ne présente plus, et il annonce deux choses dans ce prologue. Bon, il y a un peu de la politique fiction, hein, mais enfin, on ne sait jamais. Avec ce qui s'est passé, tout est possible. Il annonce le projet de loi, un projet de loi pour légaliser la dénonciation comment dirais, et la récompenser. Évidemment, il n'appelle pas ça la dénonciation. Vous savez, on est entre gens de bonne compagnie, donc il y a le politiquement correct. Donc il présente ça comme la loi sur la paix civile. C'est-à-dire que en dénonçant les mauvais esprits, eh ben on respecte, comment dire, on stabilise, on renforce la paix civile, parce qu'on se débarrasse des mauvais garnements, enfin de ce qui gêne la bonne marche de la société. Donc, vous voyez dans quel esprit je l'ai mis. Et donc, il dit que, par exemple, dans le milieu de l'enseignement, il est insupportable que des gens qui ont la stabilité de la fonction et qui sont chargés de former l'esprit des élèves, les esprits des élèves, qu'ils gardent cette liberté quand même de critiquer, c'est insupportable. Bon. Et donc, ça, c'est un signal qui est donné comment dire, il y a un service, j'ai imaginé un service qui fonctionne au sein de l'Élysée, qui s'appelle le cabinet de CAB, puisqu'on parle, on aime beaucoup les anglicismes, donc
Ce cabinet noir s'appelle The Cab et qui est dirigé évidemment par un énarque de haute volée, parce que dans le roman, il y a les énarques de haute volée et les énarques, disons, de seconde catégorie, dont un certain Yves Toledano qui est, lui, chargé de répercuter les ordres donnés par cet énarque de grande volée et qui lui dit, bon, c'est le fait que le président ait parlé des enseignants, c'est-à-dire que c'est un feu vert donné comment dire, au service de répression d'aller contre ce professeur, René Sayag. Ça veut dire que c'est le feu vert donné par le pouvoir, on l'imagine, le feu vert donné par le pouvoir pour mettre des bâtons dans les roues à cet enseignant. Et là, je mets en scène quatre organisations ou quatre types d'organisations qui sont les fact-checkers. Bon. Il y a un qui s'appelle Joseph Mendes France. Bon, je pense qu'on peut faire le lien avec certains. Bon, vous savez, en général, quand j'écris des romans, c'est toujours, y a, il y a souvent, comment dire, une espèce de référence cachée, discrète, à des personnages réels ou à des institutions réelles. Donc, il y a Joseph Mendes France, il y a Esther Blum. Alors, Esther Blum a créé l'Anticonspi. Donc, vous voyez que ces deux-là ont des légitimités particulières parce qu'ils partagent des noms historiques très, comment dire, très républicains. Voilà. Et donc, cette descendance leur donne une légitimité particulière, dont ils reçoivent énormément de subventions, ils sont bichonnés par le pouvoir, etc. Puis je mets en scène Causeur, dont on connaît la proximité avec certains milieux. Je n'insiste pas. Je crois que j'ai appelé. Enfin bon, vous découvrirez, pour ceux qui seront curieux de lire le livre, je vous découvrirai le nom que je lui ai donné. J'aime bien donner des noms un peu. Enfin bon, voilà. Vous connaissez, pour ceux qui ont lu Le Printemps des Saiyanimes, bon, ils connaissent enfin, je veux dire, le soin particulier que j'apporte au nom, notamment par exemple celui de BHL qui a fait rire tout le monde et que j'ai appelé MST. Voilà, Michel Samuel Taïeb. N'y voyez aucun, je veux dire, aucun parallèle, aucune parallèle, comment dire, dégueulasse. Voilà, enfin bon. Et surtout, j'ai insisté sur le numéro 2 de Causeur qui s'appelle, enfin, que j'ai appelé dans le roman de Driss Benghazi. Bon, parce que c'est un peu l'arabe de service. C'est l'arabe qui, d'ailleurs, travailler à Causeur, c'est déjà une soumission enfin, au lobby, une soumission au pouvoir, une adéquation avec la pensée unique. Et d'ailleurs, quand il est à Paris, parce qu'il n'est pas souvent à Paris, il est toujours invité par comment il s'appelle, Berkoff, il est invité par TV Liberté, il est invité par tous les sites qui, comment dire, euh, qui ne critiquent pas trop Israël. Voilà. Si, pour résumer, voilà. Pour, comment dire une chose sans trop faire du mal. Voilà. Et donc, parce que c'est un personnage, vous savez, bon, quand j'écris un roman, c'est vrai qu'il y a l'intrigue principale, mais il y a souvent, enfin, j'essaye de mettre des intrigues secondaires, donc de décrire un peu des situations particulières. Je vous dirai par exemple lesquelles, enfin, je peux le dire maintenant, c'est-à-dire par exemple, René Sayag, il a une aventure, parce qu'il aggrave son cas, il a la cinquantaine et il se permet, non pas de divorcer, mais de faire un accord avec sa femme pour une espèce de time out, comme on dit en sport, c'est-à-dire un temps mort, enfin qui dure quand même depuis 2-3 ans,
où chacun a sa liberté, bien qu'ils aient 2 enfants. Et ça aussi, ça ne plaît pas aux collègues de René Sayag qui trouvent que c'est quand même quelqu'un qui devrait avoir une certaine, comment dire, une certaine démarche, une certaine conformité quand même, hein, on est bon. Et donc il sort avec une beurette qui est jeune et qui parce que vous savez, moi j'aime beaucoup les questions par exemple sur le voile, etc. Donc questions religieuses, et il lui fait porter un voile religieux, voilà. J'aime pas l'autre terme. Et il se balade à côté du lycée. Et donc évidemment ça crée des remous, hein. Et tout ça ne fait pas, comment dire, ça n'arrange pas ses affaires, mais lui, il s'en fiche en plus. Il se permet d'écrire un pamphlet. Évidemment, on ne sait rien de ce pamphlet, sauf que le pouvoir, il est excité parce qu'on sait pas, on sait qu'il écrit un pamphlet, donc il faut absolument retrouver les traces. Et donc aussi, et puis à la quatrième, alors il y avait et puis il y a le journaliste, le fameux journaliste, vous savez, euh, Julien Schwartz, je crois que je l'ai appelé dans le roman. Vous savez de quel Julien je parle? Celui qui, enfin, un des, euh, une des grandes voix de l'anticonformisme. Je l'ai écouté il y a pas long, enfin il y a quelques instants d'ailleurs dans une vidéo où il disait qu'il n'est pas question, par exemple, d'inviter Perron parce que malgré ses diplômes, etc., c'est quelqu'un qui a complètement, euh, comment dire, il est devenu quasiment fou. Voilà, il a pété les plombs. Voilà. Donc lui, enfin, qui connaît rien, qui n'a même pas un certificat en sciences, il a décidé que Perron a pété les plombs. Voilà. Et donc ces quatre, les quatre de l'Apocalypse, si vous voulez, sont les chouchous comment dire, du cabinet particulier qui vont décider comment on va mettre des bâtons dans les roues à René Sayag. Voilà. Alors il cherche, bien sûr, bon, d'abord René Sayag qui devait avoir une promotion, parce que le directeur, bon, le lycée Voltaire, si vous voulez, à Paris, il y a 4 grands lycées. Là, c'est vraiment l'élite. Ça veut dire Louis le Grand, Henri IV, euh, alors, Louis le Grand, Henri IV, Charlemagne, et un autre que je perds de vue, Montaigne peut-être, enfin, où il y a vraiment, où il y a c'est l'aristocratie lycéenne, voilà. Et donc, le directeur, d'abord pour 2 raisons, il veut pousser René Sayag vers les classes prépa, alors que et donc, parce que René Sayag, il n'a jamais voulu passer l'agrégation. Enfin, il est agrégé, mais il n'a pas voulu passer faire une thèse, par exemple, ou passer d'autres diplômes. Il est très content. Il a une classe, chaque fois, il a des classes particulières. Et donc, évidemment, on va déjà le bloquer. Et puis, on va trouver comment dire, une astuce, enfin, si vous voulez, une astuce. On va trouver une Matahari, une blague. C'est d'ailleurs la couverture, je la remets. Alors, il y a un philosophe qui rappelle un peu Socrate, quelque chose comme ça, et il y a une blague, voilà. Or, cette blague, comment j'ai eu l'idée de cette blague, en fait? Il y a peut-être un an et demi, j'étais vraiment surpris de découvrir qu'il y avait une loi qui qui est passée par valeur actuelle. Une noire à valeur actuelle. Bon, évidemment, j'ai découvert que c'était une noire qui. Vous savez, en général, quand des systèmes comme ça, comme valeur actuelle, causeur, etc., ouvrent leur colonne ou bien interview un noir ou une noire ou un maghrébin ou une maghrébine, c'est qu'ils ont trahi leur communauté. Voilà. C'est que leur discours
va à l'encontre de leur communauté, et donc ils adorent ça. Voilà. Donc, et cette blague, elle est. Bon, je me rappelle plus ce qu'elle disait sur sa communauté, mais bon. Et en fait, ça m'a donné l'idée, c'est ça le roman, c'est qu'au départ, je l'ai mise comme ça dans Valeurs actuelles. Et puis à un moment donné, bon, vous savez, l'écriture d'un roman est dynamique, c'est-à-dire que au départ, je voulais vraiment lui donner un tout petit rôle, voilà, juste pour montrer un peu l'atmosphère. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée que, vous savez, il y a un célèbre avocat qui défend beaucoup Israël, qui a un sillonnard de la pire espèce, que j'ai appelé dans le printemps des Sayanim Goldnave. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'actualité, ils savent de qui il s'agit. Et ce Goldnave est contacté par Valeurs Actuelles, qui évidemment, c'est une très belle fille, elle a 23 ans, une très jolie fille, que beaucoup d'hommes, bien qu'ils soient catholiques et puritains à Valeurs Actuelles, beaucoup aimeraient la sauter. Voilà. Et donc, son protecteur, si on peut dire, pas au sens proxénète, hein, donc son protecteur, à qui cette jeune étudiante demande, parce qu'elle, elle est angoissée, parce elle vient en France, elle y est arrivée il y a 2-3 ans dans le roman, elle n'a pas de papier, enfin, elle a des papiers d'étudiante, donc vous imaginez la précarité. Et donc, elle a envie vraiment, son rêve absolu. Vous savez, je suis passé par là, donc j'ai été immigré aussi, et mon rêve absolu était d'obtenir la nationalité française. On ne peut pas s'imaginer les problèmes, etc. Donc voilà. Donc son rêve absolu était d'avoir d'abord une carte de 10 ans de résident qu'on appelle, et après, et sublime, comment dire, acceptation, c'est la nationalité française. Donc elle est prête à tout. Voilà, enfin, je veux dire, pas à tout. Voilà. Donc, et ce protecteur, il se dit, tiens, je vais l'envoyer à Goldnave. Et Goldnave se frotte les mains, il se dit, on peut l'utiliser finalement, on a la possibilité, vous savez, les organisations juives, anti-conspirationnistes, etc., elles manquent de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, donc, la plupart sont d'une certaine communauté ou très proches de cette communauté. Et donc, tiens, je vais la présenter à Esther Blum. Esther Blum, qui dirige l'Anticonspi et qui sont tous blancs. Et enfin, son bureau, il y a cinq gars, et ils sont tous soit d'une certaine communauté, blancs, etc. Et la fille, intelligemment, s'infiltre dans l'Anticonspi, et en un mois, ou enfin quelques semaines, elle prend la place, comment dire, la place d'honneur. Bon, je peux peut-être dévoiler un petit peu quelque chose. Ça veut dire la jeune Sénégalaise qui s'appelle Fatima Nkomo. Fatima Nkomo se dit, Esther Blum, elle a à peu près 35 ans, elle a des problèmes affectifs, etc. Je vais peut-être m'arranger pour lui apporter un peu d'affection, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, finalement, on se dit, ben, si on la met dans les pattes de René Sayag, parce que bon, on sait très bien que voilà, le meilleur moyen, enfin bon, vous savez, dans les romans d'espionnage, etc., même pas dans les romans d'espionnage, comment il s'appelle, Epstein, comment et le Mossad qui le contrôlait, comment aujourd'hui il contrôle des centaines de personnalités à travers le monde, ben, grâce aux vidéos qu'a réalisé Epstein avec des tas de personnes. Donc, le sexe, c'est comme ça, voilà, c'est une des façons. Et donc, c'est la confrontation entre comment dire, un sage, parce que, bon, René Sayag est un sage, un libéral, mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui est très respectueux, etc. Et c'est la confrontation. Vous savez, il y avait comment il s'appelle, un homme de théâtre très connu au 19e siècle qui faisait des pièces
zut, des pièces de théâtre, mais avec, bon, si le nom me revient pendant la vidéo, vous savez, il avait un principe, il disait que si 2 personnalités dans une pièce de théâtre ne peuvent pas se rencontrer parce que ça pose trop de problèmes et cetera, et ben, il faut les faire rencontrer. Et donc, moi, bon, je suis un adepte un peu de, c'est vrai que ça pose des problèmes au départ parce qu'on se dit: «Mais comment on va les faire?» et cetera, mais c'est très intéressant, enfin, en tout cas, c'est intéressant de mettre d'un côté, enfin, un type qui a 50 ans, qui a vraiment, enfin, qui est loin d'avoir, il a vraiment de grands principes d'éthique, et une jeune qui comment dire? Qui n'a pas de, enfin, ça veut dire elle connaît l'hypocrisie ambiante, elle connaît les rapports de force ambiants, et donc elle n'a pas, enfin, elle est prête à tout, pour arriver à ses fins. Voilà. Et cette rencontre va avoir lieu au jardin du Luxembourg, qui est dans la 4e de couverture. Voilà. Évidemment, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais voilà. Et donc le titre, c'est, comment dire? Sans dévoiler quelque chose, heu, voilà, disons que, sans rien vraiment dévoiler, parce que c'est dommage, il y a quand même quelques suspens, et le prof de philo à la baraka, c'est-à-dire, enfin, la baraka, vous savez ce que c'est, et donc voilà, il s'en sort, comment dire? Il a une espèce de protection divine, voilà, si vous voulez, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, sinon que, bon, comme je dis, il y a des pistes secondaires. Par exemple, comme la sœur de René Sayag, qui est avocate, qui est mariée avec un avocat juif, mais enfin, je veux dire, qui n'ont rien, enfin, je veux dire, athée, mais qui est ashkénaze, et qui ont un cabinet, un grand cabinet à côté du Luxembourg, donc des riches et tout. Et donc, c'est la confrontation entre un René Sayag qui a été dans sa jeunesse un peu trotskiste, mais qui a gardé ses idées révolutionnaires, ses idées de justice sociale, etc., qui est confronté à une bourgeoisie, à une classe bourgeoise qui n'a plus envie qui trouve tout cela secondaire. Donc, il y a souvent dans mes romans des à côté, voilà. Bon, je peux pas, il ne me vient pas à la tête tout de suite. Et donc voilà, j'ai essayé de traduire cette atmosphère de cette époque, particulière, euh, que vraiment personne n'aurait pu imaginer, cette obéissance incroyable, cette soumission des gens les plus instruits du système, enfin de tous ceux, le directeur du lycée, etc. Donc voilà, je vous remontre le livre. Il est sur Amazon, c'est-à-dire vous allez sur, enfin pour ceux qui sont intéressés, évidemment, vous allez sur Amazon, livre, vous tapez Jacob Cohen ou bien le prof de philo avec la baraka, et puis il y a 2 versions, la version livre et la version numérique. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche, puisqu'on est dimanche, et puis à la prochaine. Au revoir.